Je suis très heureuse de vous recevoir ce soir sur la plateforme du wellness, la plateforme dédiée au bien-être de la famille, au renouvellement de la cellule familiale. Et ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Emmanuel Sutherland. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, Alors merci. Emmanuel, tu es professeur des écoles, tu es auteur, tu es formatrice spécialisée dans les réflexes archaïques. Et ce soir, tu nous as préparé une conférence spéciale pour les parents, pour apprendre aux parents comment bouger peut aider les enfants à mieux réussir à l'école. C'est ça, c'est ça. Alors, je te donne la parole. Merci Emmanuel d'être présente avec nous. Bah, je t'en prie, merci de m'avoir invitée. Oui, ce soir, je vous ai concocté un module spécial parents. J'essaye d'être je vais essayer d'être très concrète et vous aider. Alors, j'avais déjà fait une conférence donc avec vous et j'avais déjà présenté les réflexes. Donc, je ne voulais pas faire une redite. J'ai décidé de le faire par un autre biais. Et Yardena m'a donné ce titre de bouger pour mieux réussir à l'école, ce qui m'a donné l'opportunité de fabriquer, c'est ce que j'aime faire d'ailleurs, de fabriquer des nouveaux outils que je vais vous présenter ce soir. Donc, je vais maintenant le trouver. Ça y est, il a encore disparu, mon travail. Alors, il est là. Je vais vous le présenter. Yardena, tu me dis si on le voit. Oui, je t'informerai. Donc, vous ne le voyez toujours pas, ça veut dire ça. Exactement. Pourtant, on l'a fait. Alors, ah là, voilà, il est là, il est là. C'est bon? Parfait. Vous le voyez. Donc, bouger pour mieux réussir à l'école. Je fais ma petite publicité parce que donc j'ai un site en mon nom pour le moment, mais j'ai créé aussi ma marque qui s'appelle WeFlex et je tiens à développer cette idée d'information et de formation en ligne et de consultation en ligne sur les réflexes archaïques. Je continue ma pub, j'ai écrit donc 2 livres, je suis auteure, comme l'a dit Yardena, j'ai été professeure des écoles pendant 23 ans. Je n'enseigne plus maintenant dans une classe, mais je propose donc des consultations et des formations sur les réflexes archaïques. Et j'aime à dire que c'est ma nouvelle façon d'aider les élèves en difficulté. Après les avoir aidés dans une classe, je les aide autrement, en espérant avoir du retentissement et pouvoir diffuser tout ce que j'ai appris. Parce que je vais vous en parler bien sûr ce soir, mais j'ai appris beaucoup de choses avec les réflexes archaïques qui m'ont ouvert tout un monde, j'ai envie de dire, qui m'ont donné des solutions pour aider les élèves en difficulté, les enfants en difficulté et les personnes en général en difficulté, mais aussi qui m'ont donné des explications à leurs difficultés. Et ça, c'était assez nouveau et extraordinaire parce que des solutions, on en entend parler en tout cas, puis ça se développe beaucoup dans les approches alternatives qui existent aujourd'hui, mais des explications, c'est pas toujours facile de les avoir. Donc là, avec les réflexes archaïques, on a vraiment des explications et des solutions, donc c'est plutôt formidable. J'ai donc écrit en 2019 un premier livre, Le pouvoir des réflexes à l'école, qui parle, comme ce soir, hein, des difficultés scolaires et comment on peut y remédier grâce aux réflexes archaïques. Et puis en 2021, j'ai écrit la suite, Le b.a.-ba des réflexes archaïques, où là je présente tous les réflexes de façon très simplifiée, très vulgarisée pour tout le monde, au moins pour qu'on en ait la connaissance. Et je vais, encore une fois, je vais vous en parler ce soir, mais je ne vais pas vous parler que de ça ce soir, des réflexes archaïques, mais c'est bien sûr aujourd'hui ma force et ce qui m'anime, hein, de diffuser sur les réflexes archaïques, parce que ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Ça pourrait changer la façon de voir les choses de tous les enseignants s'ils en avaient la connaissance. Ça leur donnerait des pistes de travail, ça leur donnerait des outils, ça leur donnerait des connaissances qui expliqueraient bien des difficultés. Et c'est pour ça que je fais
cette publicité que je me permets ça de mes 2 livres, parce que plus les gens connaîtront ça et plus il y aura des résultats. Mais là, je m'adresse aux parents parce que je crois que les parents sont les meilleurs interlocuteurs pour faire rentrer les réflexes à l'école. Je ne suis pas sûre que ça va venir de nos systèmes et de l'éducation nationale, mais ça peut venir des parents. Vous allez donc voir ce soir que c'est possible d'agir en tant que parent, d'ouvrir la porte des écoles et d'informer les enseignants de vos enfants. Et puis, comme ça, on va diffuser toutes ces bonnes nouvelles qui vont faire du bien à nos enfants, pas seulement aux vôtres, mais aux miens aussi, à tous les enfants. Alors, ce soir, donc, on parle des difficultés qu'on rencontre à l'école et je suis bien placée pour les connaître puisque j'ai travaillé plus de 20 ans donc, en école en français à l'étranger et que des élèves en difficulté, j'en ai rencontré beaucoup, hein, des centaines ou des milliers. On parle bien sûr, quand on parle des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage. Il y a ceux qui ont du mal à lire, écrire ou à comprendre ou qui ont du mal en maths ou en logique, des difficultés pour y arriver, ça aussi, on en parle beaucoup. Il n'arrive pas à se concentrer, il n'est pas attentif, il retient rien, il a du mal à mémoriser. Ça, c'est des choses que j'entends aussi beaucoup. Des problèmes, des difficultés pour apprendre, de méthodologie d'organisation, ça, c'est ce que j'appelle les difficultés proprement pour les apprentissages. Celles-là, elles posent évidemment souci et elles inquiètent parce qu'il y a des histoires de prendre du retard, de redoublement possible, alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué de redoubler. Et puis, on a cette idée qu'à 6 ans, il faut savoir lire, qu'à 8 ans, il faut savoir faire une multiplication, etc. Donc, il y a la course à tous ces apprentissages, c'est assez stressant. Il y a autre chose qui est les problèmes de comportement que je trouve de plus en plus présents. Ça aussi, vous devez être concernés. On en entend beaucoup, beaucoup parler, des problèmes de comportement. Les enseignants qui disent aux parents, venez nous voir parce que eh ben, votre enfant ne se tient pas bien en classe. Et ça, les parents sont encore plus démunis, je pense, pour savoir quoi faire parce qu'ils gèrent leur enfant à la maison. Ils n'ont pas forcément le même enfant à la maison d'ailleurs. Et quand il ne se tient pas bien en classe, ils ne voient pas très bien ce qu'ils peuvent faire, à part mettre peut-être en place des systèmes de punition et des choses très lourdes et très complexes. Mais les problèmes de comportement, il y en a de plus en plus. Quand je dis des problèmes de comportement, c'est tout simplement l'enfant qui ne sait pas tenir en place, qui s'agite, qui gigote, qui s'éparpille. Le moindre bruit fait qu'il va partir dans son monde, il va écouter, il va regarder par la fenêtre, tout ce qui peut le déranger très facilement. Il y a le bavard, le timide, l'introverti, l'isolé. Je vous ai mis des exemples comme ça, mais vous avez sûrement d'autres exemples si vous pensez à vos enfants. Et le manque d'intérêt et de curiosité pour l'école. Et puis, je vous ai mis un troisième point, c'est les problèmes émotionnels. Donc, des enfants stressés, anxieux, qui manquent de confiance en eux ou qui manquent de motivation. Tout ça, j'ai repris toutes les difficultés que moi, je retrouvais dans mes classes, bien sûr, mais aussi que je retrouve en consultation quand les enfants viennent me voir, les parents me parlent de toutes ces difficultés-là. J'ai envie de dire que quand c'est des difficultés d'apprentissage, finalement, c'est ce qui les angoisse le moins parce qu'on a plus d'outils, qu'on se dit que si on en fait, on va prendre des cours particuliers, voilà, les parents peuvent aider, se sentent plus aptes à aider parfois pour les apprentissages. Les comportements et les émotions, évidemment, ils se sentent plus démunis parce qu'ils n'ont pas d'outils très, très concrets pour aider leurs enfants et ne comprennent pas bien ce qui se passe. C'est là encore que je pense que les réflexes archaïques sont vraiment une super porte d'entrée pour expliquer toutes ces difficultés-là, là dont je vous parle, et pour donner des solutions. Alors, comment faire pour réussir à l'école ? J'ai fait ce schéma que j'ai repris sur un schéma que j'avais trouvé qui dit les 7 clés pour réussir à l'école. Eh bien,
vous allez peut-être croire que pour réussir à l'école, il faut simplement bien travailler, mais bien travailler et bien comprendre, ça demande aussi toutes ces possibilités-là, toutes ces capacités-là. Hein. Pour bien réussir à l'école, il faut des moments pour soi en conscience, il faut de bonnes relations aux autres et à la nature, il faut du jeu et du rire, il faut s'amuser, il faut une activité physique, mais aussi des repos et des pauses, une bonne alimentation et un bon sommeil. Donc, je ne vais pas m'attarder sur tous les points, même si je vous fais un tout petit en introduction, sur le repos, les relations aux besoins physiologiques de son corps et du temps pour soi. Ça, c'est des petits conseils généraux qui ne sont pas le sujet tout à fait de ce soir, mais ça me paraissait important quand même, si votre enfant a des difficultés à l'école, de penser à ces choses-là qui sont peut-être évidentes et à la base, mais il ne faut pas les oublier. Alterner les activités physiques et les pauses, varier les activités, ne pas négliger les heures de sommeil. Ça paraît évident, mais le sommeil est essentiel. Je rappelle les bienfaits du silence et de l'ennui. C'est important que votre enfant ait des moments où il n'a rien à faire. Hein, tout le monde est d'accord pour donner ces recommandations-là. C'est parce qu'il s'ennuie qu'il va devenir créatif. C'est parce qu'il est dans le silence qu'il va accéder à certaines de ses capacités, de ses compétences, de ses questions. Donc, ne pas croire qu'il faut toujours être stimulé et toujours faire quelque chose. Et puis, bien entendu, le dernier point, l'importance d'une bonne alimentation. Mais là n'est pas mon propos ce soir, mais je voulais quand même rappeler que ce sont des points importants. Déjà, si vous avez tout ça, mais qu'il y a encore des difficultés, alors on va aller voir du côté des réflexes et de bouger pour mieux réussir à l'école. Mais c'est déjà vraiment des choses de base à regarder. Se dépenser physiquement, je vous ai mis relation à son corps, aux autres et à la nature. Ça va être plutôt là-dessus de ça qu'on va parler ce soir. C'est important de passer du temps dehors, de faire une activité sportive si c'est possible, toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine. On inscrit son enfant au sport. On peut faire des mouvements en intérieur, c'est pas se trouver d'excuses en disant oui, mais moi j'habite dans un appartement, c'est petit, bah oui, mais on peut quand même bouger. J'ai mis les bienfaits de la nature parce que ça aussi c'est une évidence, d'aller se promener dans la nature et de pouvoir se connecter à la nature, c'est bon pour la santé physique et mentale. L'importance d'une bonne hydratation, j'ai l'impression de dire quelque chose de complètement évident, mais pourtant certaines personnes l'oublient. Il faut boire de l'eau. C'est même une des premières recommandations que je donne aux enfants qui viennent. Et malheureusement, je constate que beaucoup d'enfants ne boivent plus beaucoup d'eau puisqu'ils vont boire des boissons sucrées ou des sodas ou rajouter des choses dans l'eau. Là, je vous parle bien d'une bonne hydratation avec de l'eau. Il est important de jouer avec les autres, d'avoir des interactions avec les autres. Ça a été aussi prouvé. Et puis, tout cela, se dépenser physiquement, c'est une alternative aux écrans. Donc, je ne vais pas vous faire non plus une conférence sur les écrans. Mais bien sûr, il faut au moins varier et faire sortir ses enfants pour qu'ils ne fassent pas que des écrans. C'est sûr qu'on n'a pas fini de voir les effets des écrans. Il va sûrement falloir s'y faire et s'adapter et puis trouver d'autres solutions. Mais si on peut éviter que les enfants en fassent trop et surtout ne fassent que ça, eh bien, on va leur faire du bien aussi pour réussir à l'école. Alors, pourquoi bouger? Puisque c'est le titre de ce soir, pourquoi bouger? Ben, c'est tout bête, j'ai repris ça des recommandations de l'OMS, hein, ben parce que c'est bon pour la santé. Je vous ai dit, je vais pas vous prendre pour des imbéciles et vous dire des choses évidentes, vous allez être déçus, mais je veux vous rappeler les bases de ça. Et je dis, je ne veux pas vous prendre pour des imbéciles, évidemment, je ne vous prends pas pour des imbéciles, mais on a beau dire et savoir, comme boire de l'eau est important, bouger c'est important,
on a beau le savoir, si vous êtes honnête avec vous-même, certains d'entre vous en tout cas, vous allez vous dire, ouais, bah, finalement, je le sais, mais je ne le fais pas forcément. On sait très bien que l'humain ne fait pas toujours ce qu'il faut pour se faire du bien. Donc, faut juste en reprendre conscience et l'écouter ce soir, ça va peut-être vous redonner un petit coup de motivation pour vous remettre à bouger, faire bouger vos enfants, en tout cas faire des petites modifications dans ces mauvaises habitudes ou ces habitudes tout court que vous avez prises et qui font que vos enfants sont en difficulté ou que votre enfant est en difficulté. Donc, bouger, c'est bon pour la santé. Oui, ça prévient le surpoids, l'obésité, ça combat l'ennui et donc c'est une alternative aux écrans, on l'a déjà dit. Mais il y a aussi des points quand même qui sont aujourd'hui prouvés, qui sont très importants. La neuroplasticité. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau, c'était, au bout d'un moment, c'était ainsi. Après, alors tout le monde n'était pas d'accord sur l'âge, mais voilà, à un moment donné, il ne pouvait plus évoluer. Et puis, une des grandes découvertes des dernières années, c'est la neuroplasticité. C'est qu'on peut changer à tout âge, à tout moment, dans toutes conditions. Mais ça, c'est quand même extraordinaire parce que ça veut dire que tout est possible. Rien n'est arrêté, rien n'est définitif. Et cette neuroplasticité, eh ben, elle va être d'autant plus efficace que la personne va bouger. Donc, plus on bouge et plus le cerveau peut être modifié et plus on peut prendre des nouvelles habitudes. Donc, des scientifiques l'ont mis en évidence. Et il y a même des protéines il y a même des choses chimiques qui se passent dans le cerveau à ce moment-là qui font du bien et qui permettent donc la neuroplasticité, c'est le fait de pouvoir donc modifier des choses dans le cerveau et d'accéder à des nouvelles compétences, des nouvelles capacités. C'est donc, comme je viens de le dire, tout n'est pas figé, rien n'est définitif, tout peut encore changer. Bouger est aussi important parce qu'il réduit le stress. Ça aussi, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est important de le répéter. Quand on est stressé, on a tendance soit à se figer, soit à vouloir fuir, à être dans l'évitement, soit à se battre. Ce sont les 3 réactions au stress. Une des solutions pour réduire le stress, combattre le stress ou même éliminer le stress, c'est le mouvement. Donc, c'est dire comme c'est important. Il se passe des choses au niveau cérébral, encore une fois, dans l'hippocampe, à l'intérieur des régions qui sont dans le cortex. Je ne vais pas vous faire un cours non plus sur le cerveau, mais il se passe des choses quand on bouge bien plus profondes et importantes que ce qu'on pourrait juste imaginer. Donc, bouger réduit le stress. Or, on ne peut pas apprendre si on est stressé. C'est 2 choses différentes. C'est opposé, pardon. Et donc, si on est stressé, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, c'est bien de bouger pour diminuer ou ôter le stress et pour pouvoir apprendre. Bouger améliore la concentration, ça aussi, ça a été prouvé. Il y a des pédopsychiatres, il y a des psychiatres, il y a des personnes aussi du milieu du sport qui ont travaillé là-dessus, des professeurs de sport d'ailleurs, qui ont montré que les enfants qui pratiquent une activité physique vont être plus efficaces pour se concentrer. Je vous mets Bob Murray, le pédiatre américain, qui a compilé des études qui montrent que des enfants apprennent mieux après une pause. Donc, c'est très important de faire des pauses, des récréations, des mouvements en classe ou avant les devoirs, par exemple, pour vous, parce que ça améliore la concentration. Donc, le coup de dire concentre-toi, écoute-moi, ou au contraire, tu m'écoutes pas, tu n'arrives pas à te concentrer, bah, ça ne va rien changer. Si vous voyez que votre enfant est complètement agité, plutôt que de vous fâcher ou de mettre en place je ne sais quelle chose pour essayer qu'il se concentre, et encore une fois, lui dire tu peux te concentrer, concentre-toi, ça ne sert à rien s'il en est incapable. Il vaut mieux tout arrêter, lui permettre de bouger, de faire une pause, de s'activer. Ça durera quelques secondes, mais ça lui permettra de revenir
à un état qui lui permettra la concentration. Donc, ce sont des messages qu'aujourd'hui je trouve complètement évidents parce que je les ai vraiment intégrés. Je les avais déjà intégrés dans mes classes dans les dernières années où j'ai enseigné. Et puis, j'ai envie de dire, c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Mais pour certaines personnes, ça va peut-être être nouveau. Et j'espère pouvoir vous ouvrir à juste une autre façon de penser. On va améliorer les apprentissages ou les comportements qui dysfonctionnent à l'école. Vous allez aider votre enfant, non pas en lui faisant faire plus de la même chose, mais en faisant autrement. Ça me paraît ça très important. C'est pas, donc, je répète pour la concentration, parce qu'on dit à un enfant, concentre-toi, arrête de gigoter, écoute-moi, qu'il va réussir. Lui-même ne sait pas pourquoi il n'y arrive pas. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il a envie. Il n'a pas envie de vous déplaire ou de déplaire à son enseignant. Il n'a pas envie que vous vous fâchiez. Il n'a pas envie d'être puni, ça, sans doute pas. Il ne sait pas pourquoi il n'en est pas capable. Et donc là, je vous donne des outils pour qu'il en soit capable. Et tout le monde va être récompensé parce qu'il n'y aura plus ces énervements, il n'y aura plus ces punitions, il n'y aura plus ces engrenages. Le faire bouger va lui permettre de se concentrer. Ça va améliorer l'attention. Bon, concentration et attention, hein, c'est, on va dire, peut-être un peu de la même famille. Ce sont les copains. Oui, on est plus attentif quand on sait dépenser physiquement. Le corps a besoin de bouger. Et si on l'empêche de bouger et qu'on exige un niveau d'attention, de concentration, d'écoute et toutes les compétences qui sont quand même très nombreuses en fait pour se concentrer et être attentif, il faut mettre en place beaucoup de stratégies et beaucoup de compétences. Et bien, en bougeant avant, ça permet de se décharger de toutes ces choses qui nous empêchent d'être attentifs et donc de pouvoir y revenir. C'est comme pour améliorer la concentration. Donc, ce n'est pas la peine, encore une fois, de dire à votre enfant soit attentif ou alors les enseignants qui vont vous dire oui, il n'est pas attentif, il n'écoute rien, il est toujours parti. Ben, en fait, j'ai envie de dire ça ne sert pas à grand-chose de le dire parce que ça, c'est un constat et on est assez fort pour constater. Ce serait bien de passer à autre chose qui serait de donner des solutions, de donner des idées comment on pourrait faire pour qu'il soit plus attentif. Et ce n'est pas en lui disant sois plus attentif qu'il va réussir à l'être. Donc, il y a des études là dont je vous parle, que j'ai marquées, qui sont des études vraiment qui, aujourd'hui, tout le monde les connaît, même les enseignants maintenant commencent à les connaître, que c'est très important de bouger pour se concentrer et pour être attentif. Et un autre point très important, pour pouvoir mémoriser. Hein. Donc, c'est très sérieux là tout ce que je vous ai mis parce que je n'ai pas envie de vous relire tout ça parce que vous êtes capable de le lire aussi. Hein, mais voilà, des tests ont été faits, c'est tout à fait scientifique, c'est tout à fait prouvé. Alors ça vient essentiellement des États-Unis, comme souvent, mais ils ont prouvé que l'exercice physique améliorait la mémorisation parce qu'ils ont montré ce qui se passait dans le corps. Hein. Là, ça augmente le volume sanguin, il se passe des choses au niveau du cerveau. Et puis, c'est ça qui fait qu'on arrive ensuite à pouvoir mémoriser. La mémorisation, ce n'est pas quelque chose de simple. En fait, c'est des processus très complexes aussi à l'intérieur du cerveau, où, par où ça passe et où c'est stocké et où est-ce qu'on va aller le rechercher plus tard. La mémorisation à court terme, à moyen terme, à long terme, il y a vraiment des processus très, très complexes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là non plus. Je suis juste là pour vous dire que quand on bouge, ça améliore toutes ces compétences-là. La capacité à mémoriser là tout de suite rapidement, c'est-à-dire en étant attentif, en pouvant se concentrer et en pouvant ingurgiter, j'ai envie de dire, toutes les informations qu'on est en train d'entendre ou de lire.
ou d'écrire, mais aussi cette capacité à les stocker quelque part, à les garder quelque part, et puis plus tard à être capable d'aller les rechercher pour les réciter. C'est tout ça la mémorisation, donc c'est vraiment extrêmement complexe. Et les enfants sont obligés de solliciter toutes ces compétences. Hein. Je vous ai mis pour leurs apprentissages l'audition, le visuel, le kinesthésique. Bon, tout le monde, on va tout mettre en place, tout stimuler pour pouvoir arriver à cette mémorisation. Et en bougeant, ça va nous aider donc à mémoriser. Oui, je relis, excusez-moi, parce que je pars un peu aussi dans tous les sens. Je mettais que tout le monde n'a pas les mêmes façons de mémoriser. Tous nos sens sont, on va dire, sont en train de travailler ensemble, mais on a souvent des préférences pour le travail scolaire. Soit on est plus auditif, soit on est plus visuel, soit on est plus kinesthésique. Ça veut dire on va juste passer par le mouvement, par des mouvements du corps pour apprendre. Là, je vous invite à faire des petits tests. On trouve ça sur Internet très, très facilement pour savoir tester vos enfants. Est-ce qu'ils sont plutôt auditifs, c'est-à-dire, ou peut-être que vous-même, vous allez vous en rendre compte, hein, est-ce qu'ils ont plus de facilité à apprendre et à mémoriser lorsqu'ils entendent quelque chose. Donc, c'est peut-être à vous de leur dire ce qu'ils doivent apprendre, ou ils vont se le répéter quand ils ont une poésie, par exemple, à apprendre, ils vont la dire tout haut parce qu'ils sont auditifs, ou alors est-ce qu'ils vont plutôt la lire, ils sont visuels, l'écrire, ça va aussi avec le visuel, hein, le fait de devoir l'écrire et kinesthésique. Ils ont besoin de la vivre corporellement. Donc, ce sont ces enfants ou ces personnes d'ailleurs qui vont bouger, qui vont marcher, par exemple, pour mémoriser quelque chose. Vous pouvez faire ce test-là pour savoir, là, c'est pour savoir quels sont le style, on va dire, d'apprentissage, de façon d'apprendre, pardon, de votre enfant. Mais donc tout ça pour vous dire que bouger, oui, c'est pas juste dire il faut bouger et c'est important. Ça a été prouvé par la science, ça l'est prouvé et je trouve ça très bien parce que c'est une évolution par rapport à il y a 20 ans ou 25 ans quand j'ai commencé à enseigner. On n'avait pas fait tout ça et on privait de récréation, on faisait sauter les séances de sport parce que c'était les choses un peu moins importantes. On était très, très cérébraux. On pensait que les apprentissages, ça se passait dans la tête. Et du coup, je pense que vous connaissez tous, hein, on va dire même ces punitions qui sont des punitions de moins de récré, moins de sport, plus de maths ou plus de lecture ou plus d'exercices. Même les punitions en fait qu'on donne qui sont des exercices, alors qu'en fait c'est complètement absurde et aberrant parce qu'on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Plus un enfant va être turbulent, plus on devrait lui permettre de bouger. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Plus un enfant a des difficultés à lire, plus on devrait le faire bouger, plutôt que de lui redonner des choses à lire. Et l'enfant qui est turbulent, plutôt que de l'empêcher d'aller exprimer son besoin corporel de s'exprimer. Hein, donc un enfant qui gigote et du coup qui se fait punir, tu sortiras pas en récréation, tu resteras assis encore plus longtemps et tu n'auras même pas ce petit moment où tu peux aller te dépenser, c'est vraiment faire le contraire de ce qu'il faut. Mais pour les apprentissages, c'est la même chose. Je me souviens d'une petite fille qui avait des difficultés à lire et sa maman me l'a amenée et me disait moi je la fais lire. On est allé acheter des livres et puis tous les soirs on refait de la lecture et puis avant de se coucher on refait de la lecture et je voyais que la petite elle était déjà
au maximum de ce qu'elle pouvait donner. Elle n'arrivait pas mieux, elle n'arrivait pas plus. Et quand je lui ai dit qu'on allait l'aider à lire, mais qu'on n'allait pas du tout lire pour ça, j'ai vu que elle, son sourire revenait, elle disait enfin quelqu'un qui ne va pas me redonner quelque chose pour lequel j'ai tant de mal et j'y arrive pas mieux et j'y arrive pas plus parce que ces difficultés, elles n'étaient pas liées à, j'ai envie de dire, au fait qu'elle avait compris comment fonctionnait la lecture, mais elle n'y arrivait pas. Donc elle-même ne comprenait pas pourquoi elle n'y arrivait pas, mais en tout cas, ce n'était pas en redonnant encore et encore et encore et encore qu'elle allait se mettre à lire. Et on est donc passé par le mouvement. La maman m'a fait confiance. Au départ, je pense qu'elle avait un petit peu peur en me disant mais comment cette dame va réussir à faire lire mon enfant alors qu'elle ne la fait pas lire. Elle pensait sans doute que j'avais des méthodes extraordinaires, que moi j'avais découvert une Xème méthode de lecture qui n'était ni la syllabique, ni la globale, ni la semi-globale. Mais non, ça ne se situe pas là. Ça ne se situe pas là, ça se situe dans le corps. Et si le corps n'est pas prêt, quand je dis le corps, c'est vraiment le corps dans son ensemble et bien entendu le cerveau, mais si le corps n'est pas prêt et si les connexions cérébrales ne sont pas faites, j'ai envie de dire, c'est presque même pas la peine d'essayer. Je vous donne cet exemple de lecture, mais vous pouvez le faire pour les maths, vous pouvez le faire pour l'écriture, vous pouvez le faire pour la concentration, pour toutes les difficultés que je vous ai présentées. Si le corps n'est pas prêt, on va dire, je dis prêt, je vais vous l'expliquer. J'exagère quand je dis c'est pas la peine, mais en tout cas, vous allez demander à vos enfants de faire des efforts immenses. Et donc, ils vont se fatiguer, ils vont potentiellement s'énerver, il va y avoir de la colère, il va y avoir de la frustration, parce que en fait, on leur demande de faire des choses extraordinaires qui nous paraissent ordinaires et faciles, mais qui pour eux sont des choses extrêmement difficiles parce qu'ils ne sont pas prêts. Quand je dis prêt, encore une fois, je vais vous expliquer ce que ça veut dire d'être prêt dans son corps. Et c'est là que je vais parler de mon sujet favori, des réflexes. J'ai dit, et si tout commençait par là? Les réflexes, je ne vais pas vous faire donc un long cours. Je vous rappelle que j'ai fait une conférence un peu là-dessus. Et puis, je vous parlerai aussi des formations que je fais qui sont plus détaillées là-dessus. Mais les réflexes qu'on appelle les réflexes archaïques, ce sont les réflexes du bébé. Donc, vos enfants, mais vous aussi, vous avez été un bébé, vous avez commencé par là, vous aussi. Et depuis les premiers jours, les premières semaines, on dit à partir de 15 jours dans le ventre de la maman, le bébé voit émerger des réflexes. Qu'est-ce que c'est que des réflexes? Eh bien, ce sont seulement des réactions motrices involontaires, donc ce sont des mouvements involontaires que fait le bébé suite à un stimulus. Tous les enfants de tous les pays du monde, quels qu'ils soient, peu importe leur culture, peu importe leur milieu social, peu importe ce qu'ils sont, tous les enfants des êtres humains ont ces réflexes qui émergent, qui se développent, qui s'intègrent et qui vont leur permettre de un jour se mettre debout et être prêts pour les apprentissages. Ce sont des réflexes, donc certains disent qu'il y en a 70, je ne sais pas exactement le nombre qu'il y a, mais ce sont des réflexes donc, qui ont tous la même évolution, ils émergent et ils s'intègrent. Et une fois qu'ils sont intégrés, ils sont en nous, ils sont censés être inhibés, c'est-à-dire qu'ils sont plus censés exister, et ils permettent de passer aux étapes suivantes. Ils sont impliqués dans le développement du tonus musculaire. Ça, c'est une des choses qu'on connaît le mieux dans le milieu médical, c'est qu'on dit il faut qu'il y ait ces réflexes parce qu'ils vont avoir un impact ensuite sur le développement moteur de l'enfant. C'est ça qui va leur permettre, comme je vous ai dit, de se tenir debout et de marcher. C'est pour ça que certains de ces réflexes sont testés à la maternité parce qu'on sait qu'il faut qu'ils soient présents
s'ils ne sont pas présents, eh ben, on peut présager qu'il y a des soucis au niveau du système nerveux et du cerveau. Mais on s'est rendu compte aussi que ces réflexes, ils sont plus que importants pour le développement moteur, ils sont aussi importants pour le développement cognitif et pour le développement affectif et émotionnel. Ils protègent et contribuent à la survie du bébé dans les premières semaines de notre vie et plus tard, ils vont aussi être là. Je vous ai dit qu'ils étaient inhibés, mais ils vont pouvoir se réactiver de temps en temps quand il le faut. Je vous donne un exemple que j'avais déjà donné. Avec la main, il y a le réflexe d'agrippement. Vous allez tous vous souvenir quand vous avez stimulé la paume de la main de votre bébé, il a serré votre doigt au point que vous n'arriviez plus à enlever votre doigt. Et lui, il agrippait, il agrippait, il agrippait. Hein, tout le monde se souvient sûrement de ça. En faisant ça, à part que c'est assez rigolo de pouvoir soulever son bébé comme ça, il était en train de faire des connexions extrêmement complexes et extraordinaires dans son cerveau qui lui permettaient donc d'agripper, mais qui lui auront permis, une fois qu'il aura intégré le réflexe, aussi de lâcher. Donc, il aura fait ce geste-là, il l'aura fait des dizaines ou des centaines de fois pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où il va être intégré, ce réflexe. Il ne le fera plus de façon réflexe, mais il le fera de façon contrôlée. Et à partir de ce moment-là, eh ben oui, votre enfant, il sera capable à la fois d'agripper des objets, mais aussi de les relâcher. Et pour la petite histoire, si vous vous souvenez de ce réflexe, vous saurez que c'est le moment où l'enfant, il adore lâcher les objets et vous voulez reprenez par terre, vous lui remettez et il le remet par terre et il éclate de rire et il est très heureux. Alors, il est très heureux peut-être parce qu'il se moque un peu de vous qui allez ramasser l'objet une dizaine ou une centaine de fois, mais c'est aussi, il rigole parce qu'il est très heureux, parce que maintenant, il n'est plus prisonnier de son réflexe, mais il est capable de le faire de façon volontaire. Ce réflexe-là, il est très important pour le futur et nous qui parlons d'école, pour pouvoir ensuite agripper, parce qu'une fois qu'on aura intégré ce réflexe, on passera à ce qu'on appelle la pince. Et la pince, elle est essentielle pour pouvoir tenir, bien sûr, un crayon, un pinceau et tous les petits objets, ce qu'on appelle la motricité fine. Ça, c'est à la base, c'est le bébé. C'est donc le réflexe qui s'est activé des dizaines et des centaines de fois qui a permis de passer au mouvement volontaire. Et grâce à ce mouvement volontaire, on va affiner ensuite sa pince et sa motricité fine. Donc, c'est la base quand on est bébé et puis l'évolution ensuite dans les premières années jusqu'à, on va dire, jusqu'à 6 ans. Toutes les années à la maternelle sont très importantes pour consolider toutes ces intégrations des réflexes. Je vous disais, il est inhibé le réflexe. On est capable de lâcher et d'agripper. On le fait de façon volontaire. Mais si arrive un stress ou s'il arrive un moment donné ou une situation un peu inconfortable, un moment voilà, où on n'est pas bien, je vous donne un exemple, par exemple, je suis dans la rue tranquille et je trébuche, il est normal que mon réflexe d'agrippement se réactive à ce moment-là pour que je m'accroche à mon voisin ou à un panneau à côté ou à un grillage pour ne pas tomber. D'accord ? C'est pour ça que je disais les réflexes sont inhibés, ils sont à l'intérieur de nous quelque part et il est tout à fait normal, il faut même qu'ils se réactivent dans une situation, on va dire, de stress ou de danger, même si ce n'est pas un gros stress ou un gros danger. Là où ils posent souci, nos réflexes, c'est qu'on s'est rendu compte que parfois, ils étaient encore présents et encore actifs parce qu'ils ne s'étaient pas bien inhibés.
ils étaient trop présents, ils étaient trop là. Et en étant trop là, je reprends mon exemple parce que comme ça, vous pouvez aussi le voir, ils vont poser des difficultés puisque c'est plus la personne qui est dans le contrôle de ses mouvements, mais c'est le réflexe qui a pris le dessus. Donc, la personne ne contrôle plus ce qu'elle veut faire, elle retourne dans cet état de mouvement involontaire. Et comme ces réflexes ont eu un effet moteur, cognitif et émotionnel, ils vont avoir des incidences, s'ils sont encore présents, au niveau moteur, au niveau cognitif ou au niveau émotionnel. Je dis ou, mais ça peut être les trois ou ça peut être 2 sur 3. Reprenons mon réflexe d'agrippement. Je peux avoir le réflexe d'agrippement encore actif, c'est-à-dire que la stimulation ici sous les doigts de la main va me faire des mouvements que je ne contrôle pas. Ça va, au niveau moteur, me poser des difficultés pour tenir le crayon, par exemple. Donc, des difficultés pour écrire, des difficultés à former les lettres, des difficultés, tout simplement, je vous ai dit, à tenir bien le crayon, donc des douleurs. Ça peut être les enfants qui écrivent tout petit, très mal, ou alors qui gribouillent, ou alors plus petits, ceux qui dépassent, bien sûr. Donc, toutes les difficultés de motricité fine que vous pouvez connaître, que votre enfant peut connaître. Au niveau cognitif ou au niveau émotionnel, ça va être aussi tout ce qui est lié donc à l'agrippement ou au relâché, puisque c'est le réflexe qui contrôle. Au niveau émotionnel, je suis soit accrochée, agrippée aux choses, soit au contraire dans le total lâcher prise, et je ne contrôle pas donc mes émotions d'agrippement et de lâcher prise. Donc, je vais être très contrôlant, par exemple. Il faut que ce soit comme ça, ce sont mes idées. J'arrive pas à lâcher mes idées, j'arrive pas à lâcher voilà, comment je pense, comment je peux pas m'ouvrir aux autres parce que je suis complètement fermée. Au niveau cognitif, ça va être, je suis agrippée à mes idées, mais j'ai du mal à les exprimer, par exemple. J'ai du mal à les exprimer à l'oral ou à l'écrit. J'ai du mal à passer de l'oral à l'écrit. J'ai du mal à clarifier mes pensées, etc., etc. Je vous ai donné un exemple de un réflexe, mais comme je vous ai dit, il y en a environ 70 qui émergent et chaque réflexe a ses propres incidences et va provoquer ses propres difficultés. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et c'est pour ça que je les aime autant, ces réflexes, ils donnent des explications aux difficultés qu'on a vues tout à l'heure. Ils donnent des explications. Je vais reprendre ma fiche. Pardon, ce n'est pas celle-ci. Toujours pas. Aux difficultés scolaires, aux difficultés de comportement et aux difficultés émotionnelles. Il y a des réflexes qui expliquent pourquoi votre enfant a des difficultés à lire. Donc celui-là, je peux aussi vous l'expliquer, il est très simple. Un que je raconte dans mon livre parce que vraiment il m'a marqué et cette petite fille, je la remercie. C'est plutôt une jeune fille aujourd'hui, mais je la remercie parce qu'elle m'a ouvert les yeux, elle m'a fait comprendre quelque chose. C'était une jeune dans ma classe qui avait quand même 11 ans et demi. Elle était en Ulysse et elle était en Ulysse parce qu'elle ne savait pas lire. Et lorsque je lui expliquais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment on lit que M et A, ça fait ma, que P et O, ça fait po. Elle m'a dit un jour, mais maîtresse, mais moi je le sais, ça fait des années qu'on m'explique ça, j'ai compris que ça marchait comme ça. Elle savait faire chanter les lettres, elle savait comment ça fonctionnait. Mais elle m'a dit, moi, je n'y arrive pas parce que les lettres, elles dansent dans ma tête. Mais en me disant ça, bon, elle m'a donné au moins une explication pourquoi elle n'y arrivait pas. Et comme en même temps, je me formais, j'ai pu faire le lien une fois que j'ai compris. Il y a un réflexe. Ce n'est pas un réflexe qui fait que les lettres dansent dans la tête, mais c'est un réflexe qui fait que notre cou et notre tête doivent rester dans l'axe terre-ciel. Et si je bouge, là je vais bouger dans mon écran
je vais bouger un petit peu, regardez ce que fait ma tête. Elle reste dans l'axe terre-ciel. C'est mon cou qui va bouger, qui va compenser pour que ma tête reste stable. Et ça, c'est un réflexe qui s'appelle le redressement de la tête, mais qui a été travaillé à plusieurs étapes. Dès que le bébé en fait est né et qu'il s'est retrouvé sur le dos, puis sur le ventre, il a commencé à se muscler en ayant des réflexes qui permettaient cela. Et puis, il a grandi, il est passé, on va aller voir tout à l'heure les stades, il est passé par tous ces stades et à un moment donné, il avait cette musculature qui lui permettait de faire ces mouvements-là, hein, droite et gauche et haut et bas, et il a compris l'axe terre-ciel et à partir de ce moment-là, pour la vie, il a compris que sa tête allait rester droite. Ça ne veut pas dire quand il fait des galipettes ou des roulades que la tête va rester droite, mais ça veut dire que dans la vie, il aura beau changer de position, sa tête restera dans l'axe. Et en gardant l'axe dans la tête, c'est très simple, les lettres, elles arrêtent de danser. Elles dansent si le corps bouge avec la tête. Donc, je vous montre ce que la tête de cette jeune fille faisait. Elle faisait ça. En même temps que bougeait son corps, sa tête restait. Vous voyez la différence? Elle restait dans l'axe du corps plutôt que de compenser et de rester dans l'axe terre-ciel. Eh bien ça explique pourquoi les lettres dansaient. Si vous essayez de lire en vous penchant comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe, pourquoi les lettres elles bougent. Alors nous, les adultes, on réussit maintenant parce qu'on a toutes ces compétences qui se sont bien ancrées, et puis on a progressé, on a évolué, on est capable, moi en tout cas en tant qu'enseignante, je suis même capable de lire des feuilles à l'envers parce que je suis capable dans mon cerveau de faire cette gymnastique-là. Mais une enfant qui apprend à lire et qui voit que les lettres, elles penchent ou qu'elles bougent, elle n'a pas la stabilité dans son cerveau et ça la met dans un inconfort tel que émotionnellement aussi, ça la met dans un stress et elle ne peut pas se fier à ce qu'elle voit pour lire. C'est pour ça que le P devient B, hein, parce qu'il bouge dans l'espace, ou qu'il devient un D, ou qu'il devient un Q. Et ces 4 lettres-là, demandées aux orthophonistes, ce sont les grandes 4 lettres dont on parle souvent des confusions. Mais ça, c'est un des réflexes que je vous explique pour la lecture. Il y a aussi des réflexes qui vont développer l'audition, c'est pour ça que je vous montre mes oreilles, et qui vont faire que les enfants vont entendre et distinguer des sons. Mais s'ils ont encore le réflexe présent, il ne leur permet pas, c'est vraiment, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cette capacité d'entendre et de discriminer les sons. Ils n'entendent pas la différence entre f, v, par exemple, pour vous donner ces exemples-là qui sont souvent aussi des difficultés qu'on retrouve, ou bien le m et le n. Ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas discriminer parce qu'ils n'ont pas développé et intégré le réflexe, certains réflexes jusqu'au bout. Il n'y en a pas qu'un qui est responsable de ça. Mais j'espère que je suis assez claire dans mes explications, parce que je ne veux pas vous parler que des réflexes, mais je veux vous donner des solutions. Je veux vous donner cette explication quand même. Et les réflexes, encore une fois, donnent cette explication. Ils sont à la base de la construction du bébé. Donc, ils émergent dans le ventre de la maman et puis ils s'enchaînent pendant 9 mois. Il y en a certains qui vont émerger pendant la naissance, pendant le moment de la naissance, puis d'autres qui vont apparaître dans les premiers mois de la vie. Et on estime qu'ils doivent être intégrés à 2 ou 3 ans, c'est-à-dire quand l'enfant sait se mettre debout et sait faire des mouvements volontaires. Ça, c'est la base, c'est ce qui nous a tous construits. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de faire tout ce qu'on est capable de faire. Physiquement, de moteur, hein, tous les mouvements, je vous montre que
que le haut de mon corps, mais voilà, ce que je peux faire avec mes jambes, ce que je peux faire avec mes bras, ce que je peux faire avec mes yeux, mes oreilles, ma bouche même, de vous parler aujourd'hui, c'est grâce aux réflexes qui se sont installés, qui se sont intégrés et qui m'ont permis d'accéder à toutes ces compétences. Ça, c'était à la base. Ensuite, il reste avec nous toute la vie et il est normal qu'il s'active de temps en temps, à bon escient, au bon moment, quand il y a une difficulté momentanée, puis qu'il se réintègre. Mais on s'est rendu compte qu'ils sont souvent présents, j'ai envie de dire toujours présents, on en a toujours quelques-uns qui sont trop actifs, trop présents, et qui posent des difficultés puisque ce sont eux alors qui prennent le contrôle. La personne n'a plus le contrôle de certains mouvements et du coup va faire des mouvements involontaires d'abord et puis ça va avoir des incidences sur ses capacités physiques, motrices, cognitives, donc tout ce qui est les apprentissages dont je viens de vous parler, scolaires, entre autres, et puis émotionnels. Donc tout ce qui est gestion du stress, toutes les colères, toute la timidité, tout ça, ça s'explique par la présence des réflexes. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les intégrer et travailler dessus. Alors, je vous ai fait un petit parallèle. Maintenant, je vais passer aux parties vraiment très, très concrètes. J'ai fait un parallèle des stades de développement du bébé. Hein, le bébé, quand il sort, à partir du moment où il sort, je ne vous ai pas fait ce qui se passe dans le ventre. À partir du moment où il sort du ventre, à partir du moment où il est né, il y a la phase allongée sur le dos. À un moment donné, il va savoir se retourner, se mettre sur le côté, puis s'allonger sur le ventre. Vous voyez que sur la troisième petite image où il est allongé sur le ventre, déjà, la tête est relevée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va relever sa tête, il est en train de muscler son cou, de poser sa tête, et c'est la première fois qu'il va se retrouver dans cette position où la tête est dans l'axe tertiel. Donc ça se fait vraiment dans les premiers mois de la vie, et c'est hyper important. Donc c'est très important de mettre le bébé sur le dos, de le laisser se retourner et puis de se mettre dans la position sur le ventre pour qu'il puisse muscler les muscles de son cou pour pouvoir mettre sa tête dans l'axe. À un moment donné, il va pouvoir se soulever. Vous voyez qu'il est en train de se mettre à quatre pattes. Ça, ce sont des stades de développement hyper importants. Il va pouvoir se mettre à genoux. Vous voyez qu'à partir du moment, comme je vous ai dit à la troisième image où il a la tête dans l'axe, il va garder la tête dans l'axe. Quand il se met à quatre pattes, il a encore la tête dans l'axe. Quand il se met à genoux, il a encore la tête dans l'axe. Il va réussir à se redresser et puis le dernier stade, il va réussir à se mettre debout. Ça, ce sont donc les stades de développement que vos enfants ont connus, que vous-même avez connus, pour vous mettre debout. Eh bien, ces stades de développement, ils sont donc tous liés à des réflexes. À chaque étape, à chaque stade de développement, il y a des réflexes qui ont émergé ou avaient déjà émergé, mais ont continué à se développer et se sont intégrés. Et ça a permis à votre bébé et à votre enfant de passer à l'étape suivante. Ce sont des réflexes qui ont permis cela. J'insiste vraiment parce qu'il l'a fait, parce que le corps est ultra formidable et compétent et qu'il a les ressources en lui. Bien évidemment, vous avez participé à tout cela parce que vous l'avez stimulé et que vous avez participé à cela. Mais ce que je veux dire, c'est que le bébé, naturellement, le bébé de l'être humain, il va passer par ces stades de développement, j'ai envie de dire, si on le laisse se développer tout seul. Je ne vous dis pas de les laisser se développer tout seul parce que le bébé humain a besoin d'aide, bien entendu, pour grandir. Mais ce sont des stades de développement tout à fait naturels pour tous les êtres humains. Et je dis ça aussi parce que parfois on est fier parce que notre bébé, il a sauté une étape. Ah, le mien, il n'a pas rampé,
il n'était pas sur le vent, donc il n'a pas fait de 4 pattes, il est passé directement à la marche. Il a marché à 8 mois et je suis super fière parce qu'à 8 mois, il savait marcher. Bon, quand on connaît les stades de développement, finalement, on se dit peut-être que ça aurait été mieux qu'il passe par ces étapes parce que ce sont des étapes de construction, parce que les réflexes, du coup, qui sont dans chaque étape sont très importantes parce qu'ils ont tous des rôles très importants. Et si l'enfant a sauté des étapes, à part qu'il a fait votre fierté, il a peut-être mal intégré certains des réflexes. Je pense notamment au ramper ou à se mettre à 4 pattes, qui sont des étapes très importantes, on s'en rend compte aussi aujourd'hui, parce qu'elles sont très complexes et qu'elles demandent beaucoup de coordination et qu'elles demandent des mouvements croisés et qu'elles demandent vraiment plein de connexions cérébrales qui vont permettre de passer au stade suivant, ça vous l'avez compris, mais qui vont plus tard être essentielles aux apprentissages. Alors, une des façons d'aider vos enfants, c'est de le réinitialiser par le mouvement. Quand je vous disais bouger, je vous disais bien sûr inscrivez-les au sport et faites-leur faire des mouvements et mettez-les dehors quand vous pouvez, donnez-leur des ballons et puis allez au parc et puis faites toutes ces activités-là. Ça, oui. Mais pour être plus précise, je parle aussi de mouvements et de bouger avec des mouvements spécifiques. Et une des possibilités, je dis bien une des possibilités parce que ce n'est pas la seule non plus, c'est donc de refaire ces stades de développement par ces mouvements-là. Je ne vais pas vous les détailler maintenant, je voulais juste vous montrer que c'est possible de les faire. Et en refaisant toutes ces étapes qui reprennent mes étapes de développement du bébé, vous allez le réinitialiser et lui permettre d'accéder à toutes ses compétences et toutes ses capacités. Donc tous ces petits dessins-là et tous ces petits mouvements, ce sont des mouvements dont je parle dans mes formations et vous pouvez aussi me contacter si vous avez besoin. Donc il existe plein de mouvements spécifiques pour chacune des difficultés que vous allez rencontrer. Et donc, moi, je suis maintenant spécialiste de ça. Je sais quel mouvement il faut faire pour telle difficulté. Il existe donc des mouvements particuliers à faire pour chacune des difficultés. Comme j'ai vu que je parle trop et qu'il est déjà 22 heures, je vais presser un petit peu, mais je veux vous donner des clés. Ce mouvement-là, ce signe-là, j'ai envie de vous dire, le signe de la croix, est un signe hyper important pour les apprentissages parce qu'il faut croiser les deux hémisphères, il faut utiliser ses deux mains, il faut utiliser ses deux yeux, il faut utiliser ses deux oreilles. On est un être latéralisé, droite et gauche, et il faut travailler en croisé pour accéder aux apprentissages. Donc, je vous mets ce signe-là, et ce sont des signes que vous pouvez mettre chez vous, que vous pouvez donner à vos enfants. Je donne des mouvements comme l'étoile à 6 branches ou les mouvements croisés, qui sont des mouvements que vous pouvez faire avec vos enfants pour croiser. Si votre enfant a des difficultés, là notamment dans les apprentissages, lecture, écriture, maths, logique, concentration, mémorisation, en fait j'ai envie de vous dire un peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer à l'école, faites-lui faire des mouvements croisés. Encore une fois, on se met dans la position la croix. Vous voyez sur ce dessin, j'ai fait exprès parce que on forme une croix et on croise droite et gauche et on touche son épaule droite et son épaule gauche. Ça, ce sont des exemples que je donne là ce soir, mais j'en ai plein à vous proposer. J'ai des petits rituels, j'ai des petites vidéos qui vont vous aider. Donc, un des mouvements et un des signes, c'est la croix, parce que c'est hyper important à l'école de croiser les hémisphères. Et le deuxième signe que je trouve hyper important, c'est le signe de l'infini. Celui-là, il permet plutôt de fluidifier. Je voulais dessiner avec un point au centre et une flèche parce que on dit que c'est encore mieux de le faire
en partant du centre et en commençant à gauche puis à droite. Parce que c'est le signe de l'écriture et de la lecture en France. Donc, on fait ce signe-là dans ce sens-là si on veut lire et écrire en français. On peut le faire, ce mouvement-là, on peut le faire de toutes les sortes. Je vous ai aussi mis des mouvements. Comme vous le voyez sur le dessin, on peut le faire avec ses mains, bien sûr, on peut le faire avec ses pieds, mais on peut même le faire aussi avec son visage. On le fait, ce mouvement, on le forme à droite, avec la main gauche, avec les deux mains. On peut le faire, il y a l'éléphant aussi où je colle ma joue comme ça et je fais des grands mouvements comme ça de l'infini, qu'on appelle aussi le signe du 8 couché. Il y a plein de possibilités, mais ça va aider aussi votre enfant dans ses apprentissages à l'école pour se concentrer, pour bien se tenir, parce que ça va mobiliser ces deux hémisphères, ça va l'aider justement à focaliser son attention et à accéder à ce qu'on appelle ce potentiel, à toutes ses compétences. Votre enfant, il a plein de compétences, elles sont toutes en lui, mais il faut l'aider à les canaliser, à savoir les utiliser. Et pour cela, il a besoin d'utiliser ces deux hémisphères, ces deux côtés. Il a besoin de sentir un équilibre dans son corps, le vivre, le ressentir pour pouvoir accéder à ce potentiel. Mais ne doutez pas qu'il en est, hein, il n'est pas... il est tout à fait capable d'accéder à ça si on l'aide. Je reviens donc la croix et le signe de l'infini. J'ai choisi ces deux-là pour ce soir parce que c'est vraiment des choses très très simples, très très concrètes. Vous pouvez vraiment les faire, soyez créatifs. Dessinez-les, faites-les dessiner, faites-en des petits, faites-en des grands. Amusez-vous à les faire si vous avez une grande maison, faites des grands mouvements et puis faites des courses avec qui va être capable de faire le plus grand mouvement, le plus grand signe de l'infini. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous le faites tout petit. On le fait sur un plan, sur une table, ou alors on le fait au contraire devant soi. Tout est possible. Tant qu'on le fait, vous allez voir que ça connecte les deux hémisphères et c'est ça le but. Je vous ai mis pour terminer quelques conseils. J'ai repris ceux du début. Hein. On vérifie l'alimentation, le sommeil. Et puis, bien sûr, s'il faut modifier certaines choses, faire boire de l'eau plutôt que des sodas, on le fait. On vérifie les temps d'écran, les limites, mais tout ça, je ne vais pas vous donner des leçons là-dessus. On s'hydrate avec de l'eau et on bouge. On bouge. Les petits conseils là que je vous donne avec ce que je viens de vous dire, c'est de placer une croix et un signe de l'infini dans la chambre de votre enfant. Il saura quoi en faire. Je me souviens d'un petit garçon de 4 ans, sa maman venait de me dire qu'il avait des difficultés en écriture et contre toute attente, il est passé près de nous et il a dit ah maman, je viens de prendre un crayon parce que je vais aller dessiner des 8. Et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que voilà, il savait qu'il fallait qu'il dessine des 8 et donc le 8 c'est un signe de l'infini. Et j'ai dit à sa maman, t'inquiète pas pour lui, tu vas voir qu'il va mieux écrire parce qu'il sait ce qu'il lui faut. Donc, on met des rituels en place, on fait des petits mouvements. Ces petits mouvements-là, tout simplement, avant les devoirs, avant de partir à l'école, vous pouvez faire cela. Je vous ai donné comme conseil de laisser votre enfant s'asseoir comme il veut, que laisser bouger pendant les activités, lui donner des petites pauses, ne pas vous énerver. Je ne veux pas vous donner de leçons, je ne suis pas là pour... je ne sais pas comment vous voulez éduquer vos enfants, mais en tout cas, j'espère vous avoir ouvert là-dessus que ce n'est pas en forçant un enfant à bien se tenir qu'il va réussir à bien se tenir. Au contraire, c'est peut-être en le laissant un peu s'exprimer et son corps a besoin de s'exprimer pour pouvoir justement revenir ensuite s'asseoir correctement. On varie les supports et les activités, on fait des activités sportives, tout ça ce sont seulement des conseils. Et puis on met des petites habitudes avant d'aller à l'école, comme je vous ai dit, ou avant de faire les devoirs. En conclusion, n'oubliez
Donc, aucune des pistes que je vous ai données dans mes 7 clés, l'alimentation, le sommeil, le temps d'écran, les pauses, les activités en intérieur, en extérieur, les moments d'activité physique. Mais encore une fois, n'oubliez pas de les faire bouger. Vous allez peut-être être un petit peu déçu de vous dire « Ah, c'est que ça », mais je vous assure qu'il y a beaucoup plus à creuser. Mais si déjà vous avez cette idée-là, que vous repartez ce soir en vous disant « Ok, j'ai compris, il faut que je laisse s'exprimer le corps de mon enfant, il faut que je le laisse bouger pour qu'il puisse apprendre », je vous promets que ça va avoir des effets bénéfiques sur ses apprentissages, sur son comportement, sur sa capacité à se concentrer, sur sa capacité à mémoriser. Bref, il va mieux réussir à l'école. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. J'ai donc mon site, je l'ai mis un peu partout, hein, emmanuelsuterland.com, il y a plein d'informations dessus. Je réponds aux mails, j'existe, je suis une vraie personne qui, j'ai envie de dire, se dévoue, mais je le fais, c'est pas du tout péjoratif ou négatif. J'aime ce que je fais, bien sûr, j'ai toujours aimé ce que je faisais. J'ai arrêté d'enseigner et je suis quand même dans mon cœur une enseignante pour toute la vie. Donc, j'enseigne maintenant à d'autres personnes, à des adultes notamment, pour qu'ils puissent diffuser à leur tour sur les réflexes, pour qu'ils puissent expliquer et aider les personnes en difficulté, mais surtout les enfants, j'ai envie de dire. Ça reste mon dada, les enfants et les difficultés scolaires. J'ai tellement envie de les aider. Je sais que vous, les parents, vous êtes aussi en souffrance, mais pensez à vos enfants qui souffrent et leur donner des explications et leur donner des solutions. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. J'avais dit, je finis. Je propose en effet une formation pour les parents qui reprend ces éléments-là que je vous ai dit ce soir, mais de façon beaucoup plus détaillée, avec des vidéos, avec des explications beaucoup plus détaillées sur les réflexes. J'ai choisi 10 réflexes. Hein, moi, dans ma formation, j'en étudie 30. Mais voilà, si déjà vous connaissez 10 réflexes, que vous êtes capable de les observer chez vos enfants, les tester et y remédier par des mouvements, vous allez vraiment aider vos enfants à mieux réussir à l'école, à avoir plus confiance en eux et à être mieux dans leur peau, dans leur vie. Vous allez leur donner des outils pour la vie et vous allez faire du bien à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Je suis désolée, j'ai encore été trop longue. je... Just perfect. Peut-être que, voilà, merci infiniment. C'était vraiment richissime. Fantastique, Emmanuel. Un dévouement et une générosité de cœur comme il n'y a pas. Tu nous as offert des outils extraordinaires. Vraiment, moi, personnellement, je suis fan de ton livre. Je recommande à chacune de le lire. C'est devenu mon livre de chevet. Je le relis et je le relis. Merci infiniment. Alors, est-ce que Shalva et Bracha, vous avez des questions? Alors, c'est vrai qu'on n'était pas nombreuses, mais peut-être on a des questions. Alors, je peux vous donner la parole. Je vais ouvrir les micros. J'ai lu Yardena, du coup, une des questions, c'est est-ce que c'est problématique si mon enfant ne fait pas de 4 pattes? Il sautille sur ses fesses pour se déplacer. Ce que je peux vous dire, est-ce que c'est problématique? Alors, j'ai pas tout dit dans ma conférence. D'abord, surtout pas culpabiliser. Et puis, de toute façon, votre enfant, il va réussir à marcher et il va s'en sortir. Une des bonnes nouvelles, c'est qu'il va avoir plusieurs années pour compenser ce qu'il n'aura pas fait peut-être là à 10 mois. Hein. Et s'il se met à faire du 4 pattes quand il a 2 ans ou quand il a 3 ans, quand vous l'amenez au parc, surtout laissez-le faire du 4 pattes, j'ai envie de vous dire. Mais il va aller vers les choses qui lui font du bien parce qu'il est très connecté. Hein, l'enfant, jusqu'à 2-3 ans, il est très connecté à ses besoins et c'est possible qu'il fasse du 4 pattes plus tard. Alors, ce ne sera pas de façon réflexe, mais ce sera de façon contrôlée, mais laissez-le faire parce que ça aura le même effet au niveau cérébral et ça va construire ce que le 4 pattes du bébé est censé construire. Donc, d'une part, pas de culpabilité. Il va avoir encore plein d'autres moments où il va pouvoir construire ces états de développement qu'il aura sautés.
Maintenant, puisqu'il a 10 mois et que vous pouvez peut-être l'aider et le stimuler, eh ben, vous pouvez essayer de le mettre dans la position, vous pouvez lui montrer, vous pouvez vous amuser, vous pouvez stimuler physiquement, c'est-à-dire le mettre dans la position de quatre pattes et puis le toucher. Hein. Donc, tactile, vous touchez le quatre pattes, j'ai envie de dire, pour que dans son cerveau, ça s'imprime comme une façon de se déplacer. Ça aussi, j'en parle un petit peu dans la formation, ce qu'on peut faire pour stimuler son bébé. Voilà. Mais en effet, s'il ne se met pas à quatre pattes, potentiellement, ça pourrait créer des difficultés. Mais je dis bien potentiellement et je fais très attention. Ce n'est pas parce qu'on a sauté une étape bébé qu'on va avoir des difficultés. Parce que je vous dis, il y a des grandes chances que ce soit compensé. Mais vous pouvez être vigilante puisque vous avez l'opportunité. Là, il a que 10 mois. Il sautille sur ses fesses pour se déplacer. Essayez de le stimuler en le mettant peut-être dans une autre position. Voilà, vous allez faire ce que vous pouvez. Il restera maître de son corps et de ce qu'il a envie de faire. Et puis surtout, ne stressez pas parce que, encore une fois, il aura le temps de compenser et de faire des mouvements pour y arriver plus tard. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est Bracha ou Shalva. Est-ce que nous avons d'autres questions? Emmanuel, je ne te vois plus. Ah. Est-ce que tu pourras m'envoyer, s'il te plaît, la fiche avec les différentes formations ainsi que les tarifs que je puisse partager? Puisque là, je vais mettre le replay en ligne et sûrement qu'on va me contacter donc j'aimerais avoir les informations. Est-ce qu'on te commande les livres directement via ton adresse mail? Oui, bah, là, comme je l'ai mis, moi j'ai mon stock de livres. Quand vous les commandez, ça vous coûte un petit peu plus cher parce qu'il y a les frais de livraison. Moi, je n'ai pas de frais de livraison gratuits, mais je vous fais une jolie dédicace et vous savez que ça vient du cœur. Maintenant, vous pouvez aussi les commander dans toutes les plateformes qu'on connaît, que je ne vais pas nommer, ou bien chez votre libraire parce qu'ils sont aussi On possibles à t'envoie un trouver. mail, c'est ça? Oui, il suffit de m'écrire un mail. Je vous donnerai ou sur mon site, c'est marqué aussi les moyens de paiement. Et puis, il me faut bien sûr vos coordonnées et vos prénoms, à qui vous voulez que je le dédicace. C'est magnifique. C'est un beau cadeau déjà, cette conférence juste fantastique. Emmanuel, merci infiniment. Non, c'est moi qui vous remercie. J'ai toujours l'impression de ne pas assez en donner. J'ai envie de vous en dire encore plus. Et c'est pour ça que j'ai fabriqué cette formation. Enfin, je dis formation, mais voilà, c'est plein d'informations qui vont chercher plus loin, qui vont vous donner des pistes, qui vont vous donner des explications. Moi déjà, si j'arrive à faire changer le regard qu'on a sur nos enfants et sur nos difficultés, j'ai l'impression que j'ai déjà gagné au loto, en fait. Je suis hyper heureuse. Tu es vraiment une femme de cœur et bon, aussi professionnelle, évidemment, expérimentée et spécialisée dans ton domaine. Aujourd'hui, tu es une référence en ce qui concerne les réflexes archaïques en France. Tu es référée dans la Bible des réflexes, tu es référée dans plusieurs grands livres. Donc, on a eu beaucoup de chance de t'avoir. Merci infiniment. Il y a Braha qui demande le titre de mon livre. J'en ai écrit 2. Donc, il y a Le pouvoir des réflexes à l'école, qui est mon premier livre, qui parle plutôt des difficultés scolaires. Enfin, c'est les réflexes expliqués à l'école. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire là aussi pour y remédier. Donc, c'est déjà plein de beaux outils. Et puis, j'ai ensuite écrit Le B.A.B.A. des réflexes archaïques, celui-là qui reprend tous les réflexes. Donc, c'est une autre approche, mais il est aussi intéressant. Moi, mon chouchou, c'est quand même mon premier parce que c'est mon premier amour, c'est l'école, ça parle des élèves. Et puis, vous allez tous vous retrouver dedans. Absolument. Merci encore. Bonne continuation pour toi, que tu puisses aller d'une prouesse vers l'autre. Bah oui, je continue. Je suis encore pleine de projets. Voilà, toujours. Je m'arrêterai jamais. Je m'arrêterai jamais parce que c'est ça.
la vie, c'est Ta pierre avancé. à l'édifice, tu auras apporté beaucoup de choses dans ce monde. Eh ben, merci beaucoup. C'est un beau cadeau que tu me fais en me disant ça. En tout Ok. cas, ben, j'espère voilà, vous inspirer, vous donner quelques pistes, quelques outils. Et puis, moi, je vais continuer à faire mon chemin. Vous n'hésitez pas à me contacter parce que, comme je le redis, voilà, je suis C'est très derrière présent. ces livres, derrière ces noms, derrière peut-être, ouais, maintenant cette spécialiste, ça me fait toujours sourire. Je suis devenue une spécialiste. Bah, il y a une personne, il y a une enseignante, il y a une maman, voilà. Et puis tout simplement, ouais, une personne qui a des réflexes qui s'activent aussi de temps en temps, alors qu'il ne faudrait pas. Et je suis comme vous, je suis comme tout le monde, et je suis juste contente de participer à toute cette diffusion. C'est magnifique. C'est vraiment un bonheur de t'écouter. Merci. Je te souhaite une Merci à excellente toi, soirée Yardena. et à très vite si Dieu veut. À À très bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.